Salut à tous. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de la protection contre les ransomware. Dans la vidéo précédente, donc on parlait toujours de risque, on parlait de la prévention du risque et donc de la limitation de l'occurrence, de réduire l'occurrence du risque. Aujourd'hui, on va plutôt parler en fait de la réduction de l'impact. Et là, on va englober plusieurs choses. Donc, on va parler de traitement du risque, de la protection contre la menace, de la réduction de l'impact du risque, de contrôle administratif et de contrôle technique, ou plutôt de mesures administratives et de mesures techniques. Donc ici, on va parler, pour essayer de mitiger le risque et donc de limiter l'impact, on va parler des mesures techniques et des mesures administratives, et on va parler dans les mesures de contrôle d'accès pour réduire l'impact de protection, de détection, de réponse et de recovery. Donc en termes de protection, c'est tout ce qui va être mis en place. Voilà, donc on va réduire l'impact d'un risque en implémentant des mesures administratives, physiques, techniques, dont le but est de réduire les conséquences lorsqu'une vulnérabilité est exploitée et le système compromis. Donc le système est compromis. Comment est-ce qu'on va limiter, contrôler les dégâts? Pour la réduction de l'impact du risque, notamment en ce qui concerne les ransomware par exemple, on va mettre en place des contrôles administratifs. Un exemple, c'est un plan de réponse. C'est lui qui va nous permettre de savoir comment est-ce que l'on va réagir à une situation dans le but de limiter les dégâts et de réduire l'effort pour se remettre en situation initiale. Donc il faut préparer le plan de réponse, les différentes politiques, les guidelines, qui c'est qu'il faut contacter lorsqu'un incident va survenir et quels sont les membres d'équipe que l'on va réunir. Ça peut être des ingénieurs en sécurité, des ingénieurs système, des ingénieurs réseau, ça peut aussi être des personnes du business. Ensuite, il faut savoir identifier, est-ce que l'événement qu'on est en train de voir, est-ce que c'est vraiment c'est juste un événement lambda qui ne nécessite pas de traitement particulier, ou est-ce qu'il s'agit vraiment d'un incident important qu'il faut traiter? Et il faut ensuite contenir cet incident, d'accord? Donc on sait qu'on en a un, il faut absolument qu'on essaye de limiter les dégâts. Ensuite, il faut éradiquer la source du problème. Donc si on a vu que voilà, c'était un poste de travail ou un NAS, on va le containeriser et ensuite on va éradiquer, d'accord? Donc on va vraiment essayer de nettoyer le problème en refaisant le poste, par exemple, en réinstallant le NAS, etc. Ensuite, il faut qu'on puisse revenir à la situation initiale. Donc, à quel moment est-ce que je vais pouvoir mettre mon système en ligne, mon NAS, mon PC, à quel moment? Et ensuite, il faut apprendre, d'accord? Donc, si un incident est survenu, ça veut dire qu'une vulnérabilité a été exploitée, qu'un attaquant a réussi à rentrer. Qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place pour que la prochaine fois, on réduise encore plus l'impact ou on limite la probabilité d'occurrence encore un peu plus loin? Et est-ce qu'on a peut-être des choses voilà, à améliorer entre nous en termes de communication? D'autres choses que j'aimerais parler, c'est surtout voilà, sur l'entraînement ou sensibiliser les utilisateurs et l'IT, définir les scénarios de détection d'incidents et de définir les plans de sauvegarde et de recovery et les procédures de test. Alors, ensuite, on a aussi la partie administrative, comme on l'a dit avant, mais on a aussi la partie technique, d'accord? Donc, il faut que l'on puisse détecter l'attaque. Donc là, on va devoir appliquer, d'un point de vue technique cette fois-ci, les scénarios de détection en mettant en place de la détection, du monitoring, de l'alerting, etc. Il nous faut aussi limiter l'impact et la propagation. Et on peut essayer d'utiliser des tâches automatisées lorsque nous avons des activités suspectes, d'accord, dans le but de pouvoir contenir la menace, enfin contenir l'incident. On peut aussi parler de User Behavior Analysis, donc de l'analyse du comportement de l'utilisateur pour nous aider à détecter une activité suspecte, d'accord. Donc on sait qu'un utilisateur, théoriquement, il a toujours un type d'activité précis, il va toujours dans tel dossier par exemple, à telle heure, et tout d'un coup il va depuis une adresse IP des États-Unis
Il y a eu 3 erreurs, il a réussi à se loguer, il accède à des dossiers que d'habitude il n'accède pas, etc. Tout ça, c'est de l'analyse du comportement qui peut nous aider à détecter quelque chose d'étrange. Bon, ça peut aussi nous donner des faux positifs, et puis même, on va dire, du DOS involontaire, où on peut perdre l'accès à nos données en fonction de la réponse que l'on va donner. Donc c'est un peu, c'est pas toujours aussi facile de répondre, mais ça dépend aussi comment on va répondre. Ensuite, il faut aussi tester de manière régulière les sauvegardes. Alors, il faut d'abord sauvegarder régulièrement, tester les sauvegardes et tester la recovery. Si on ne fait pas ça, en général, on fait souvent le premier, mais on ne fait pas les deux autres, et c'est là où les problèmes arrivent. Alors, pour une des mesures administratives, dans le but de rendre conscients les utilisateurs, donc les users doivent être sensibilisés aux menaces informatiques et ils doivent pouvoir être capables de détecter des comportements bizarres. Alors bien évidemment, un utilisateur, on ne peut pas vraiment lui demander ça. Mais si tout d'un coup, il y a des pop-up, il y a des écrans bizarres, des couleurs bizarres, une activité bizarre sur le poste avec un ordinateur qui est très lent, par exemple, alors qu'il a navigué sur un site ou qu'il a ouvert une pièce jointe, ici, ce qui serait bien, c'est de pouvoir donner des guidelines aux utilisateurs pour les aider à prendre les mesures appropriées. Ça pourrait être, par exemple, d'éteindre le PC quelque chose de bizarre, d'enlever la prise réseau, de contacter l'informatique, etc. Voilà, c'est quelques exemples, mais il peut y en avoir plein d'autres. On ne peut pas tout le temps les appliquer de toute façon. Mais il faut aussi entraîner l'informatique à détecter ces comportements bizarres. Donc pareil, il leur faut des guidelines qui va leur dire dans quelle situation, qu'est-ce qu'on fait. C'est plutôt le response plan, c'est plutôt le plan de réponse de ce côté-là. Ensuite, il faut définir les priorités lorsqu'on va réagir. Donc, est-ce qu'on est plus basé sur de la protection, c'est-à-dire peu importe ce qui se passe, je vais absolument protéger, je suis prêt à éteindre mon poste, à éteindre mon serveur sans comprendre ce qui se passe, parce que ça ne doit absolument pas aller plus loin. Ou est-ce qu'on veut aussi se baser sur du forensique, donc sur de l'investigation, dans le but peut-être de mieux comprendre ce qui s'est passé. Donc là, c'est des étapes qui sont très différentes, comme par exemple, si on veut comprendre ce qui s'est passé, on ne peut pas éteindre un ordinateur. On peut peut-être le bloquer du réseau, le mettre dans un réseau bidon par exemple, où on peut observer ce qui se passe, récupérer des informations, analyser, et ensuite même les donner à la police si c'est nécessaire, lorsque c'est une attaque de grande envergure, imaginons. Donc il faut bien conserver les traces, les preuves. Voilà, après ça c'est du monde du forensique, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, ça dépend. Moi, par exemple, à la maison, je pense que si jamais ça devait arriver, j'éteindrais tout de suite mon NAS et je vais peut-être pas forcément chercher exactement la source du problème, ou je vais peut-être le faire d'une autre manière pour éviter vraiment de perdre trop de données. Ensuite, les scénarios de détection d'incidents, d'accord? Donc, dans le cadre du monitoring, en fait, il faut d'abord savoir, être conscient de qu'est-ce qui peut nous arriver comme incident. Qu'est-ce que je devrais regarder? Je sais que tel incident peut arriver, comment est-ce que je vais pouvoir détecter? Qu'est-ce que je devrais peut-être surveiller comme processus, comme flux réseau, par exemple? Et aussi des nouveaux indicateurs de compromission. Est-ce que par exemple on sait qu'une attaque telle que WannaCrypt, on sait que il peut y avoir des mouvements latéraux avec le 445, donc je n'ai jamais vu de 445 ou très peu sur mon réseau. Peut-être que mon NAS ne fait pas de 445, imaginons, peu importe. Et tout d'un coup je vois des flux réseau qui sont tout d'un coup incohérents avec ce que je vois d'habitude. Donc là, ce sont des choses que je peux prendre en compte. Il peut y avoir des noms de fichiers, des haches de fichiers, des requêtes web, des requêtes réseau, certains protocoles ou ports qui sont utilisés que d'habitude ne sont pas utilisés. Et c'est là ce qui est très important en fait, c'est d'avoir vraiment une baseline qui nous permet d'avoir une idée de qu'est-ce qu'on a aujourd'hui et finalement de comparer avec qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant durant l'attaque. Donc ça veut dire qu'il faudrait par exemple comprendre d'habitude qu'est-ce qu'on a comme pourcentage de CPU qui est utilisé, de pourcentage de RAM, quelle est la quantité de flux réseau qu'on a, le débit qu'on a sur notre carte réseau du NAS habituellement, quelle est l'activité du disque, est-ce que tout d'un coup il y a des nouveaux services que l'on voit dans les logs qui tentent d'être utilisés, bon, sans pouvoir dans le firewall par exemple, alors que d'habitude on ne les utilise pas, etc. Il faut connaître notre système pour savoir qu'est-ce qui n'est pas usuel et est-ce qu'on
on peut dire que c'est un incident ou pas. Ensuite, on peut définir des niveaux, des seuils pour être alerté si jamais on est en train de sortir de cette configuration de base. Alors ensuite, dans les mesures administratives, toujours pour la sauvegarde et la reprise, donc il faut définir un plan de sauvegarde pour se protéger des attaques aussi bien, ou des menaces aussi bien physiques que techniques. Donc lorsque je parle de physique, c'est on nous vole le NAS, on nous vole un disque dur, il y a un feu, il y a une inondation, etc. Et tout ce qui est technique, donc tout ce qui est attaque, malware, etc. Donc tout d'abord, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on sauvegarde. D'accord? Si on pose la question à quelqu'un, pourquoi est-ce que tu sauvegardes, on va peut-être comprendre qu'il y a quelque chose que la personne n'a pas pris en compte. Il faut aussi comprendre quel est le Recovery Time Objective et quel est le Recovery Point Objective. Donc le RTO, c'est combien de temps est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un système down avant qu'on ait des pertes au niveau du business qui sont intolérables. Pour le RPO, c'est plutôt combien d'heures, de minutes, de jours, de semaines, etc. que l'on peut considérer comme, que l'on peut perdre comme données en jours, par exemple, avant de considérer ceci comme inacceptable. Tout cela va affecter notre stratégie de sauvegarde, mais également les coûts liés. Ensuite, il faut savoir qu'est-ce qu'on va sauvegarder, des configurations, des dossiers, peut-être ces dossiers plus souvent que les autres parce qu'ils sont plus sensibles. Où est-ce qu'on va sauvegarder? Sur site, sur un autre site? À quel moment est-ce qu'on va sauvegarder? Toutes les 2 heures, toutes les 6 heures, tous les 2 jours, etc. Comment est-ce qu'on va sauvegarder? Est-ce qu'on va faire du single version, du multi-version? Donc est-ce qu'on va utiliser du full, du differential, de l'incrémental, etc. Et où est-ce qu'on va stocker ces sauvegardes? Il faut ensuite créer des procédures de test de sauvegarde et de reprise, ou de recovery. De restauration, voilà, je cherchais le nom depuis le début, de restauration de sauvegarde. Ça ne sert à rien d'avoir des sauvegardes, ou presque à rien, si on n'a jamais testé non seulement cette sauvegarde et j'ai oublié le mot, et la restauration. On peut aussi définir une stratégie de snapshots locaux et de snapshots répliqués avec le package intégré de Synology. Maintenant, en termes de contrôle de mesures techniques, toujours dans la détection, le monitoring, l'alerting, etc. Déjà, qu'est-ce qu'on peut analyser, qu'est-ce qu'on peut vérifier comme activité malveillante avant une attaque de ransomware? Alors, c'est plutôt une activité malveillante. On ne sait pas si forcément ça va lier à une attaque de ransomware après. On va voir qu'il y a peut-être des connexions réseau qui sont un peu étranges. On va avoir des logs dans le firewall, dans l'IPS, dans le firewall applicatif. On va voir qu'il y a des tentatives d'accès, par exemple, qui n'ont d'habitude pas lieu. On peut avoir des authentifications d'utilisateurs qui sont en échec, alors que d'habitude, on n'en a pas, ou on en a peu. On a aussi des sources qui essayent de se connecter chez nous qu'on n'a jamais vues avant. Par exemple, on sait qu'on a l'administrateur qui se connecte toujours soit en local, soit depuis la Suisse. Tout d'un coup, il se connecte depuis les États-Unis, depuis la Russie, la Chine, le Portugal, etc. Tout d'un coup, ce n'est pas étrange. C'est étrange et il faut peut-être réagir à ça. Ensuite, voilà, on a compromis le système et comment est-ce qu'on va vérifier que l'attaque de ransomware est en train d'avoir lieu? Donc, il peut y avoir déjà des connexions réseau qui sont suspectes, d'accord? Dans le cadre de WannaCry, alors ça ne touchait pas le NAS en lui-même, c'était plutôt des systèmes Windows, mais on voyait bien, dans ce cas-là, des flux réseau, on avait des mouvements latéraux. Donc, tout d'un coup, est-ce qu'on peut voir dans nos firewalls que tout d'un coup, on a plein de connexions à un PC qui essaie de se connecter sur toutes les adresses, le NAS et d'autres PC, donc on voit qu'il y a une attaque d'un point de vue réseau. Tout d'un coup, on va voir sur le poste de travail ou sur le NAS qu'on a une activité de CPU et de disque beaucoup plus élevée que d'habitude, ou même à fond. Et en général, plus le NAS est performant, plus ça va vite. Hein. Ensuite, on a un utilisateur, par exemple, qui est en train d'accéder ou de modifier des fichiers à des endroits que d'habitude il ne fait pas, ou tout d'un coup, il en fait 500 à la minute, alors qu'un utilisateur lambda humain ne peut en faire que 2 ou 3 à la minute, par exemple, parce qu'il est en train de vérifier un document. On va avoir un système qui est lent, et on peut se retrouver avec des processus un peu étranges, ou des noms de fichiers bizarres, et des extensions
bizarres qu'on n'a jamais vus avant, comme des noms de fichiers avec encrypted par exemple, des extensions chiffrées qui indiquent un chiffrement qu'on n'a jamais vu avant, par exemple. Donc, il faut qu'on puisse implémenter des scénarios qu'on a définis avant. Donc, on va vérifier peut-être tel processus, telle activité réseau, etc. Il nous faut la baseline. Sans ça, difficile de faire quelque chose qui soit le plus pertinent, disons. Il faut donc qu'on monitore, qu'on surveille la quantité de CPU, de RAM et l'activité de disque. Il faudra créer des alertes. Voilà, on définit des niveaux, hein, et si ces seuils sont dépassés, qu'on soit alerté. Donc on peut le faire avec l'application Ressources Monitor dans la partie Performance Alarm. On peut définir des seuils et être alerté par, alors dans les logs, oui, par email, je m'en souviens plus. On peut aussi implémenter du logging et de l'alerting avec le log center et éventuellement d'autres packages qui vont aller nourrir le log center. On peut aller vérifier l'activité du système, des logins utilisateurs, des accès aux fichiers de l'activité. Voilà, l'utilisateur a tout d'un coup accédé à 1000 fichiers, l'activité c'est accéder, c'est modifier, c'est supprimer par exemple, peu importe, et être alerté. Il faudrait transférer les logs en syslog, par exemple, à un SIEM avec le log center, ce qui nous permettrait de créer des alertes supplémentaires et conditionnelles. Donc, par exemple, tel utilisateur à telle heure, depuis telle IP, depuis telle localisation, a fait ceci ou cela, etc. On peut peut-être le faire via du scripting sur le NAS, mais sinon, il vaut mieux transférer ça sur un SIEM et peut-être à la possibilité. C'est un peu plus poussé que de simplement faire ça sur le NAS, parce que c'est assez limité. On peut aussi utiliser le Security Advisor pour avoir les activités, l'analyse du logging, d'accord? Donc on peut recevoir des alertes comme quoi tel utilisateur a essayé, s'est connecté depuis cette IP, cette device, ce que normalement on ne voit pas. C'est un peu de l'analyse comportementale, mais extrêmement très très faible. Ça veut toujours aider. Et on peut aussi, avec lui, scanner pour tout ce qui est programme malveillant, la présence de tâches anormales au démarrage, par exemple, des configurations de système malveillantes, des tâches, des scripts, des users qui sont un peu bizarres. Alors moi, je n'ai jamais vu ça en action. Enfin, je ne suis jamais tombé dans la situation où j'ai un problème à ce niveau-là, donc je ne sais pas comment est-ce que ça réagirait une fois que c'est détecté. On peut aussi utiliser l'antivirus du NAS. Ça peut être utile dans la détection et la protection, par exemple, dans une attaque multistage, d'accord? Donc ça veut dire qu'on a réussi à compromettre le système, on va déposer un payload malveillant sur le système qui va attendre des commandes de la part d'un attaquant pour chiffrer, par exemple, et tout d'un coup l'antivirus il fait ses scans habituels et il voit qu'il y a ce premier fichier malveillant et il va le supprimer. Alors bon, c'est très limité, c'est de l'analyse à la demande et c'est, je crois, vraiment c'est via des signatures, hein, donc ça ira pas très loin. Peut-être que dans certains cas, ça peut aider. On peut aussi créer des fichiers Canary et être alerté en cas d'accès ou de modification, mais là, ça nécessitera du scripting parce que le NAS n'implémente pas ce genre de sécurité. Je pense que, vu que le log center est très limité, je crois qu'il n'y a que 3 types d'alertes qu'on peut être... Enfin, on peut rechercher 3 types d'événements pour être alerté. Peut-être qu'il y en a plus, mais je ne l'ai pas vu. On peut très bien avoir une alerte toute simple qui dit que dès que quelqu'un accède, on est alerté. Mais bon, là, c'est très limité. Ensuite, pour limiter l'impact et la propagation. Donc, dans le scénario qu'on a aujourd'hui, qu'on a maintenant, le NAS a été compromis. Le ransomware est en train de chiffrer notre système, donc notre NAS. Donc, ça va chiffrer non seulement les fichiers locaux, mais si on a des lecteurs réseau, ou des shares réseau qui sont montés au niveau de notre NAS, ils vont être affectés également. Donc la seule chose on peut pas faire grand chose pour limiter l'impact sur un NAS Synology. On peut implémenter le principe du privilège minimum sur les utilisateurs et les groupes, hein, pour être sûr qu'un utilisateur ne peut pas aller sur tous les dossiers. Ça va limiter le chiffrement à ce dossier, de cet utilisateur par exemple, ou aux autres dossiers sur lesquels il a accès. Donc il faut faire attention en termes de privilèges, c'est comme ça qu'on peut limiter l'impact. On peut aussi appliquer les mesures de prévention de l'autre vidéo sur les autres systèmes, ça sera dans le but de les protéger, donc de limiter l'impact qu'on est en train d'avoir maintenant. On va limiter la propagation et limiter les mouvements latéraux.
Si le NAS est un point central où plein de partages réseau sont montés, d'accord, et ben ces partages-là vont être à risque. Ça veut dire qu'on peut affecter Dropbox, Google Drive, du WebDAV, du FTP, enfin des sites FTP, SFTP et tout ce qui est sauvegarde en ligne, hors ligne. Voilà, par exemple, vous avez une connexion FTP sur un site distant qui vous permet de mettre à jour votre site web parce que c'est pratique, et ben vous pouvez par rebond exploser votre site. Enfin, le ransomware peut exploser ce site à cause de ça. Donc ça va affecter tout ce qui est lié. Ça va aussi affecter les sauvegardes locales et les sauvegardes en ligne, que ce soit sur le cloud ou sur un autre site. Si le compte administrateur est compromis, alors là, c'est fini. Tout est chiffré. Ensuite, en termes de réponse automatique, alors on a mis en place de la détection, de la surveillance, de l'alerting, etc. Mais le ransomware est beaucoup trop rapide pour les humains pour répondre. Du moment qu'on a l'alerte, c'est probablement déjà trop tard. Il faut que le système envoie l'alerte, et pour ça, il faut peut-être pas qu'il soit complètement écrasé sous l'activité du ransomware. Il faut que la personne soit devant, en sachant qu'il y a aussi des ransomware qui ciblent justement des entreprises où l'IT est en général en vacances, où l'activité est réduite, donc les temps de réponse sont plus longs, ou à l'étranger, donc ça devient compliqué. Et plus le NAS est rapide, plus le chiffrement sera rapide. C'est un peu l'effet qui se coule. Ensuite, on a cette détection, on a détecté qu'il y a quelque chose de bizarre. On va essayer d'ajouter des réponses automatiques si possible. Alors, il n'y en a pas beaucoup sur le NAS, de toute façon. Mais voilà, disons qu'on a un scan de port qui a lieu, on bloque l'IP. Trop de tentatives de login, on bloque l'IP, on bloque l'utilisateur. Quelqu'un essaye de modifier trop de fichiers, on désactive le compte. On a tout d'un coup des noms de fichiers, des extensions qui sont bizarres, on éteint le NAS. Le canary, il est modifié ou accédé, on bloque l'utilisateur et où on éteint le NAS, etc. Enfin bref, ce sont juste des exemples très simples, mais on peut aller plus loin dans les scénarios. Le NAS, bien évidemment, ne fera pas vraiment tout ça. Donc ça peut nécessiter du scripting. Ensuite, pour le backup et la sauvegarde et la restauration, en termes de mesures techniques, donc les ransomware, s'ils peuvent, ils vont essayer d'aller détruire les sauvegardes en tout premier. Donc, où est-ce qu'il faut faire les sauvegardes? D'accord, il y a différents endroits. On va faire des sauvegardes et des snapshots locaux sur le même site. Vous allez vouloir des sauvegardes en permanence, donc ça veut dire que le système a besoin d'être connecté en permanence. Quand je dis système, c'est le disque dur par exemple, ou un autre NAS en local par exemple. Il y a tout le temps cette connexion. Donc si on se fait chiffrer, ça risque de partir aussi. On peut aussi avoir en local un disque qui est d'habitude déconnecté physiquement, qu'on reconnecte le soir avant de partir du travail, et qu'une fois que la sauvegarde est faite, quelques minutes après par exemple, on auto-éjecte le drive et ensuite on le déconnecte physiquement le matin quand on vient. Et éventuellement on le fait peut-être pas tous les jours, par exemple, peu importe. On peut aussi en avoir plusieurs. Pour les sauvegardes hors site ou la réplication de snapshot, encore une fois, c'est le même principe. Si on est tout le temps en ligne et connecté avec l'autre NAS, et si cet autre NAS a aussi un disque dur de connecté, et ben voilà, on est dans le scénario tout le temps connecté et ça chiffrera tout. On peut aussi avoir dans le même principe, physiquement déconnecté, comme ce que j'ai expliqué avant, le disque dur du NAS distant ou du système de sauvegarde distant par exemple. On peut aussi mettre une règle réseau qui va bloquer, d'un point de vue réseau, l'accès au NAS distant lorsqu'on est en dehors de la période de sauvegarde. Et pour la sauvegarde dans le cloud, c'est pareil, on est tout le temps connecté parce qu'on veut tout le temps la sauvegarde, mais il nous faut aussi par exemple un deuxième cloud comme Google Drive. Imaginons Dropbox tout le temps connecté et Google Drive qui est connecté quand on veut. Et bien c'est pareil, tout le temps connecté Dropbox, connecté quand on veut avec une règle de firewall réseau, et ben on va la mettre pour Google Drive, par exemple. Ensuite, dans la sauvegarde et la restauration, il faut régulièrement, il faut régulièrement faire les sauvegardes, mais il faut aussi vérifier les logs des sauvegardes et des snapshots et créer des alertes si possible pour ça, pour savoir s'il y a un problème avec la sauvegarde. On peut aussi, il faut aussi régulièrement vérifier l'intégrité de la sauvegarde. Avec Hyperbackup, on peut le faire
une vérification rapide ou une vérification très longue, où ça dit qu'en fait, voilà, c'est comme si on est en train de restaurer les données, ce qui est très bien, parce que théoriquement, ça veut dire que c'est bon. Et ensuite, il faut aussi régulièrement tester la procédure de restauration. En fait, il faut vraiment restaurer sur un disque, restaurer sur un système similaire complètement. On restaure tout. Et ça, en général, c'est très difficile. Moi, je ne peux pas faire ça parce que j'ai pas d'autre système, j'ai pas les moyens d'avoir un autre système que pour faire des tests. Mais c'est à ce moment-là qu'on va voir si la sauvegarde est à 99% bonne et correcte. Voilà, c'est toujours des couches de travail qu'on se rajoute pour vérifier. Malheureusement, on ne le fait pas tous. Ensuite, on peut aussi prendre avantage avec Synology Drive de la gestion de versions de fichiers. Donc, il nous permet de revenir dans le temps, dépendant de comment est-ce qu'on a configuré la chose. Donc voilà, ça c'est un peu, je crois que la présentation est finie, c'est un peu les différentes choses qu'il faut absolument faire. En tout cas, pour se protéger des ransomware sur un NAS, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est beaucoup de procédures et c'est beaucoup, on va dire, de travail sur ce qu'il y a, par exemple, autour du NAS. Ça veut dire protéger les PC, vérifier ce qui se passe d'un point de vue réseau, détecter. Mais voilà, il n'y a pas, par exemple, sur le NAS d'antivirus en temps réel avec des technologies anti-ransomware. Ça se fait sur certains antivirus pour les postes de travail, notamment des Windows, par exemple. Peut-être que ce sera quelque chose qui viendra plus tard. Quand on voit tout ce qui se passe en termes de ransomware sur les NAS, que ce soit des vulnérabilités du système ou que ce soit des mesures de sécurité qu'on ne prend pas parce qu'on ne les connaît pas ou on a mal configuré, peu importe, pour moi c'est quelque chose qui est beaucoup trop critique. C'est pour ça que la sécurité du NAS, à mon avis, aujourd'hui pour moi, elle est beaucoup trop faible. C'est super dangereux d'exposer un NAS sur Internet, même sur un réseau local avec plein d'utilisateurs. Donc il faut se protéger d'une autre manière et pour ça ce sont des mesures administratives ou organisationnelles et des mesures techniques un petit peu au niveau du NAS et surtout tout autour, comment détecter, comment répondre, etc. Donc ça c'est mon avis personnel. Je vois beaucoup de gens sur des forums qui exposent leur NAS sur Internet sans tout nu, sans protection. Et beaucoup de gens n'ont pas forcément l'air d'avoir cette sensibilité à la sécurité, non seulement pour ceux qui mettent ça en place, mais également pour ceux qui les aident en fait à résoudre leurs problèmes, par exemple. Il y a quelque chose qui, je trouve, encore manque dans la communauté. Donc voilà, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'aimez, likez-la et puis n'hésitez pas surtout à vous subscribe. Désolé, je ne retiens toujours pas le mot en français. Et puis voilà, merci pour votre attention et à bientôt. Salut!